Attention, départ de la GT4 entre la Mercedes et la Ford Mustang de messieurs Polito et Galante. L'accélération, drapeau vert. Nick Galante qui cette fois-ci a réussi à surprendre Jack Polito, la Mercedes numéro 77 qui a pris la première place. Jack Polito a vraiment eu un départ très lent. Là, on ne s'attendait pas du tout à ça. Lui qui avait réussi jusqu'à présent d'excellents départs. Et là, c'est le départ des TCR avec tout de suite Justin Di Benedetto qui tente de résister. N'oublions pas Gary Kwok là, qui se porte à l'intérieur. C'est la Honda numéro 66. Gary Kwok toujours très agressif. Surveillez bien donc dans la série TCR, là, les pilotes qui sont là des positions 1 à 5, tout pourrait changer pour les 29 prochaines minutes. Di Benedetto, Bolt, Kwok, Montour. Alors, ce sont les Dean Baker, oui, le meneur au classement dans cette série, dans la voiture, la Audi numéro 52. Faut pas lui non plus le négliger. Oui, et n'oublions pas Louis-Philippe Montour, la Volkswagen Golf numéro 29 pour l'instant en 4e position. Louis-Philippe Montour là, qui se fait attaquer par Dean Baker. Justement, tu en parlais tout à l'heure, le meneur au championnat avec cette Audi numéro 52. Donc pour l'instant, Montour qui essaye de résister pour conserver sa 4e place. Justin Di Benedetto qui a remporté la finale de ce matin, la première finale. Et le Honda numéro 66 de Gary Kwok semble être beaucoup plus agressif cette fois-ci dans cette deuxième finale, dans cette dernière finale, cette troisième. Ah, il est certain que certains pilotes disaient peut-être on va ménager un tout petit peu la mécanique lors de l'épreuve de ce matin parce qu'on a une course qui s'en vient en après-midi. Mais là, clairement, on voit que ça joue dur, là, et notamment entre la 84 de Richard Boak et la numéro 66 de Gary Kwok. Et on va juste espérer que Gary Kwok ne se souvienne pas trop de ce qui est arrivé hier soir. Parce que finalement, c'est Richard Boak qui l'avait sorti. Ça lui a coûté une possible 2e ou 3e place à Gary Kwok. Et là, il est dans les roues de Richard Boak. Donc, espérons pas de règlement de compte. Espérons qu'on vive une course assez propre. Ben, tout est à l'avantage de Gary Kwok de rester propre dans ce début de course pour justement batailler jusqu'à la fin et nous livrer vraiment une chaude lutte entre ces 3 premières positions là, qui se sont détachées de la 4e et 5e. Est-ce que Louis-Philippe Montour pourra, dans sa Golf numéro 29, se détacher, venir rejoindre le peloton? Et là, je pense que Kwok tente une manœuvre, mais Boak vient fermer au dernier instant. Alors, ce qu'on peut dire dans le cas de Louis-Philippe Montour, c'est qu'il a concédé une position pour l'instant, mais ça semble être plus à Marco Cirone, la 82, une autre Audi TCR, pendant que là, on voit, voilà, c'est ça, effectivement, Marco Cirone, donc, qui a réussi à ravir la 4e place des TCR à Louis-Philippe Montour. Montour, c'est cette Golf numéro 29 qu'on a ici à l'image, qui va tenter de reprendre la 4e place à Marco Cirone. C'est 2 pilotes d'expérience que ces deux-là. Oui, absolument. Si Louis-Philippe Montour peut se dégager de Marco Cirone, Montour pourrait venir rejoindre le peloton de tête. Et est-ce que c'est... non, j'allais dire que c'est son frère derrière. Non, mais c'est plutôt une Audi. Une Audi numéro... est-ce que c'est la Audi numéro... Derrière Montour? C'est de Dean Baker. Ben oui, ouais. 52, voilà. Et le Doc Hébert, 10e. Doc Hébert, hein, 10e, 9e, 8e. Et il se place bien dans le top 10. Alors que là, on voit Dean Baker qui est à l'attaque de Louis-Philippe Montour. Louis-Philippe Montour qui va essayer de... Baker a dû tellement ralentir parce qu'il était complètement hors trajectoire que ça permet à Louis-Philippe Montour de conserver la position. Ouais, Marco Cirone qui, pour l'instant, maintient bien sa position tout juste à l'avant. Et ça permet à Louis-Philippe Montour de rester dans sa position qu'il occupe à la 8e place. Et là, Gary Kwok est quand même pas tellement loin devant lui. Alors, si Montour peut réussir là, finalement à rejoindre Marco Cirone, ce serait intéressant de le regarder aller avec le peloton de tête. Et là, on voit que ça bouge beaucoup dans ce peloton. Oh, c'est Richard Boak, je pense, qui est au ralenti. Est-ce qu'un Boak 84 a dit... Oh! Ça a frappé dur entre Louis-Philippe Montour et Marco Cirone. Oh, et la voiture de Montour est complètement démolie. Ça a cogné dur dans le muret de pneus. Et là, il y a aussi la 84, la voiture. Ouais, on a... Boak. De Boak, mais lui était déjà au ralenti. Donc lui, je pense que c'est clairement un souci mécanique. Par contre, dans le cas de Marco Cirone et le Philippe Montour, c'est clairement un gros accrochage. Qu'est-ce qui s'est passé entre Montour et Cirone? Le 82 qui pourtant a une bonne longueur là-dessus. Oh, c'est Montour qui a vu Cirone ralentir et est arrivé en accélérant dans la courbe. Oh, et là, les deux sont partis là, en dérapage complet.
Alors, je ne veux pas sauter tout de suite aux conclusions, François, mais je me demande si on n'a pas vu un élément de la voiture de mon tour, genre un disque de frein ou quelque chose comme ça, qui venait d'exploser et que c'est pour ça qu'il s'est raison. Peut-être. J'ai l'impression qu'il y a eu un souci mécanique sur la voiture de Louis-Philippe Montour. Peut-être un pneu qui a explosé, oui, et ça donc ça l'a fait partir en dérapage total. C'est l'impression que j'en ai. Encore une fois, on ne saute pas aux conclusions, non. Mais ce qu'on a vu ici sur la reprise, ça donne vraiment l'impression que soit il y a un disque de frein ou il y a, comme tu dis, il y a un élément mécanique en tout cas qui a envoyé Louis-Philippe Montour. Ouais, sous les applaudissements de la foule, effectivement, on est content que les pilotes puisse sortir. Dans le cas de Boak, c'est clairement là, un ennui mécanique tout simplement. Il n'est pas impliqué du tout là-dedans parce qu'il était même tombé en panne avant que les deux autres voitures arrivaient derrière lui. Oui, lui, il était déjà au ralenti. Alors, est-ce que c'est ça peut-être qui a un peu déconcentré Louis-Philippe Montour? J'ai pas l'impression, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un souci mécanique sur cette Tout simplement, oui. On voit parce qu'on semble voir justement là, quelque chose d'éclaté lorsqu'il arrive à l'intérieur. Alors que c'est une crevaison du pneu arrière droit qui a fait qu'il est parti en total dérapage et malheureusement est allé chercher la Audi 82 de Marco Sironi. Bref, tout ça pour dire que malheureusement, l'après-midi de travail est terminé. Oui, là, on voit donc les pilotes qui s'expliquent, effectivement, avec notamment Marco Sirone. Et puis, là, on voit, bon, il n'y a aucune animosité des pilotes. Très, très gentleman là-dessus. Je pense que tout le monde a compris qu'il y avait une raison à tout ce qui est arrivé. Ce n'est pas une faute de pilotage. Ce n'est pas des pilotes qui ont commis des erreurs. Là. Il y a eu un souci mécanique. C'est un ensemble d'éléments. Il y avait une voiture au ralenti. Marco Sirone s'est tout de suite tassé à l'intérieur et je soupçonne fortement donc qu'il y a eu un souci mécanique sur la voiture de Montour. C'est ce qui explique qu'il arrivait avec une telle différence de vitesse sur les deux autres. Alors, il y aura beaucoup de travail à faire pour, encore une fois, nos équipes de remorquage qui devront s'affairer à, évidemment, retirer les voitures, faire le nettoyage complet parce qu'il y a beaucoup de débris du même coup sur la piste. Oui, et ce qu'on peut souligner, François, c'est que pendant qu'on suivait cet incident au niveau des TCR, en GT4, Nick Galanté a dépassé, Nick Galanté a réussi à rester, je veux dire, en avant parce qu'on a vu que Polito s'était essayé sur un dépassement, mais là, pour l'instant, donc il n'y a pas eu de changement. Donc Nick Galanté qui mène toujours cette épreuve devant Jack Polito. Justin De Benedetto, lui, n'a pas du tout été concerné par ces soucis-là en arrière de lui, tout comme Gary Kwok. Et évidemment, ça permet à Vince Spartup de reprendre la 5e place d'une catégorie, toujours 3e des GT4, mais on sait qu'il y a seulement 3 GT4 qui ont pris le départ de cette épreuve. Alors avec en plus maintenant 3 TCR de moins, j'ai envie de dire une chance que c'est la dernière course. Hein? Absolument, tu en parlais plus tôt. Hein? C'est le moment de vérité. C'est la dernière épreuve. On avait épargné un peu les voitures, on avait épargné les pneus, on avait épargné le freinage. Et là, on a décidé de mettre toute la gomme pour cette dernière finale. Et ben voilà, malheureusement, on a peut-être forcé un peu la mécanique. La mécanique a cédé. Et ce qui fait que malheureusement, on aura des coureurs en moins dans cette épreuve. Par contre, avec le départ à la relance entre Justin Di Benedetto et Gary Kwok, ça pourrait nous donner quelque chose d'intéressant comme peut-être un Fortin et un Charbonneau. Je pense, en tout cas, ce qu'on a vu en Coupe Nissan Sentra tout à l'heure, c'est vrai que c'était extrêmement disputé, extrêmement compétitif. Il y avait un peu de frustration là, de la part de ces pilotes à l'arrivée, à la part évidemment d'Alexandre Fortin qui a remporté cette épreuve de Coupe Nissan Sentra, on vous le rappelle. Et puis la fameuse bonne nouvelle dont on a parlé. C'est maintenant officiel. C'est que c'est maintenant officiel, donc la Coupe Nissan Sentra qui va être sur les pistes canadiennes 2 années de plus, les saisons 2024-2025. Ça permettra notamment à Nissan Canada d'avoir 10 années ininterrompues de présence dans le sport automobile canadien. 11 saisons, donc, puisqu'on se souvient qu'il y en a eu 6 de la Coupe Nissan Micra au tout début depuis 2015. Et par la suite, eh bien, on aura fait donc 5 saisons de la Coupe Nissan Sentra. Alors, il y a déjà la question, qu'est-ce qui va arriver après? Je pense que, calmons-nous, un manufacturier automobile qui, au Canada, reste 10 années interrompu dans le sport automobile et notamment en circuit routier, c'est à peu près du jamais vu. Donc, je crois qu'il faut se satisfaire de cela et on verra plus tard, bien entendu. Ce qu'il faut se satisfaire aussi, c'est que si on revient à cette course-ci, François, de Sporttrack Canada, on a quand même les 2 grands animateurs des 2 premières épreuves, Nick Galanté et Jack Polito. Ces deux-là ne se sont pas quittés depuis le début de la fin de semaine, ont été en bataille tout le temps. Ils n'ont pas eu de soucis, donc on peut s'attendre à une nouvelle lutte entre ces 2 pilotes pour la victoire. Et le fait intéressant maintenant, lorsqu'il y aura la relance, Philippe, c'est que là, tout le monde part dans le même peloton. Alors, je parlais de Di Benedetto Kwok, mais
Il y a quand même Louis-Philippe Montaut. Non, c'est ça, Louis-Philippe Montaut a eu les ennuis. C'est parce que je voyais l'autre golf, mais c'est son frère. C'est Olivier qui est là dans l'autre golf, numéro 45. Et le Doc Hébert, avec tout ça, se retrouve en 7e position dans sa Honda numéro 89. 7e position et 4e de TCR, parce qu'il y a 3 GT4 dans ce peloton, effectivement. Donc, on peut se dire que Jocelyn Hébert, il y a une possibilité d'aller chercher un podium. Là, ce serait une merveilleuse manière pour lui de conclure sa participation à ce Grand Prix de Trois-Rivières 2023, puisqu'on vous le rappelle, il n'y a pas de course prévue pour la série Sportscar Canada demain. Voilà, exact. Alors, c'est la dernière grande finale pour eux. Dernière chance de se faire valoir, de monter peut-être sur l'une des 3 marches du podium. Alors là, on est en discussion dans la ligne des puits. On veut s'assurer que tout est en bon ordre pendant que nos équipes de remorqueurs, nos équipes de balayeurs, on s'assure de bien nettoyer la piste. En voilà la selle de Richard Bowe qui, évidemment, elle n'est pas endommagée puisque ça semble être un ennui tout simplement mécanique qui fait qu'il a dû stopper et mettre fin à sa course. La voiture 82 qui doit être remorquée, celle de Marco Cirone, la Audi, et la Golf numéro 29 de Louis-Philippe Montour. Et je pense que ça va aller assez vite pour la relance parce que, encore une fois, les équipes de travailleurs là, pour dégager les voitures ont fait un travail rapide et efficace pour enlever ces voitures, ces 3 TCR accidentés. On voit l'impact évidemment sur l'Audi de Marco Cirone, cet Audi RS3, donc endommagé au niveau de l'arrière, qui va être enlevé, tout comme la voiture de Louis-Philippe Montour. C'est vraiment dommage, Louis-Philippe Montour qui avait remporté le TCR, la classe TCR lors de la première des 3 courses hier soir, au terme d'une course sans la moindre erreur, tout à fait magnifique, tout en maîtrise. Et là maintenant, les espoirs de la famille Montour reposent sur Olivier Montour, pour l'instant un 6e des TCR, 9e toute catégorie. Mais il faut souligner quand même que Olivier Montour a beaucoup moins d'expérience que son frère. C'est ni plus ni moins que sa première saison complète en course automobile. Absolument. Alors donc, on est presque à compléter le travail de remorquage pour ramener les voitures dans les paddocks à l'arrière. Alors, Nick Galante, la Mercedes numéro 77 dans la classe GT4, qui est le meneur devant la Ford Mustang 22 de Jack Polito. Et le 3e qui complète le GT4 est l'autre Mercedes, la numéro 3 de Vince Partap. Alors qu'en TCR, c'est la Audi numéro 4 de Justin Di Benedetto, suivi de la Honda 66 de Gary Kwok et de la Audi numéro 52 de Dean Baker qui mène la série SCCC. On est parti avec un peloton de 19 voitures, si ma mémoire est bonne. On risque de finir peut-être à 12 ou 13 cette épreuve, mais bon, c'est ça aussi le sport automobile. Il y a des incidents, il peut y avoir des accidents, des contacts, des bris mécaniques. Donc ce sont des voitures quand même de très haute technologie dans les GT4 que les TCR, les TCA un petit peu moins, plus basées sur des voitures de série. Mais on vous le rappelle, on l'a dit ce matin lors de la première des 2 courses de la journée, une GT4 et une TCR, ce n'est pas des voitures que vous pouvez prendre, mettons, une Audi RS3 de série et qu'on modifie pour en faire une TCR. Non, c'est déjà fabriqué comme voiture de course avec des préparateurs ou des manufacturiers uniques. Dans le cas, par exemple, de Audi, on parle de la division Audi Customer Racing. Donc, vous appelez en Allemagne, vous achetez une voiture et on vous livre une voiture qui est prête à courir avec notamment toute la programmation pour pouvoir être à la puissance adaptée. C'est géré par une compagnie qui est en Angleterre et donc vraiment, c'est géré à distance tout ça, tant pour les GT4 que les TCR. C'est très sophistiqué et évidemment, beaucoup de technologie, beaucoup de puissance, beaucoup de tout et donc beaucoup de budget. Absolument. Moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand je vois de belles voitures comme celle-là, la Audi, même la Golf de Louis-Philippe Montour, mais être accidenté et tout brisé comme ça, il me semble que ça fait un petit pincement au cœur. Si on regarde la GT4 de Demichal qu'il y a ce matin, les TCR qui ont été accidentés et tout ça, on dépasse probablement le 100 000 $ de dommages dans cette série-là pour les 2 courses aujourd'hui. Imaginez lorsqu'on prend beaucoup de temps à monter les voitures, à les préparer, à les mettre dans le bon ordre pour qu'on puisse avoir un bon week-end et que ça se termine de la sorte. Effectivement, pour les équipes, là, ça fait mal, mais quand c'est un bris mécanique, le pilote n'y est absolument pour rien. Et on le rappelle, là, ça semble, du moins de notre angle, ça semblait être le cas pour Louis-Philippe Montour, l'arrière droit qui a cédé. Et ça l'a fait partir en dérapage pour aller chercher la voiture de Cirone. Et donc, les deux sont victimes
involontairement là, de cette fin de course abrupte, avec encore 15 minutes et demie à faire dans cette dernière finale. Alors on espère que c'est peut-être le dernier tour de neutralisation, dernier tour derrière la voiture de sécurité avant une relance de cette épreuve. Tu l'as dit, avec une quinzaine de minutes à faire. Voilà. Là, on est à la mi-course, évidemment. Avec oui. tout ça, eh bien, on a atteint la mi-course, même s'il n'y a pas eu beaucoup de tours sur le vert, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire une chose aussi, François, c'est que NASCAR Pinties et Sports Canada, ce sont des championnats de professionnels. Donc, c'est normal que oui, on dépense plus d'argent et tout ça. C'est la beauté du Grand Prix de Trois-Rivières, ceci dit. On va présenter un mélange de séries pour des pilotes professionnels avec des courses qui coûtent, avec des séries qui coûtent quand même plus cher. Et puis aussi, on a ces autres séries comme le Super Production Challenge, comme la Formule 1600, comme la Coupe Licence Centrale, Défi Urbain, les légendes modifiées, où là, ce sont des pilotes qui peuvent modifier eux-mêmes, préparer eux-mêmes leur voiture. Plus des pilotes amateurs, et je le dis, c'est pas péjoratif le mot amateur, c'est clairement des pilotes qui ont une autre job, on va dire comme ça, et qui préparent, pour qui le sport automobile est une passion et qui peuvent arriver, qui peuvent disputer ce Grand Prix Trois-Rivières. Je trouve que c'est aussi l'un des intérêts de cet événement, c'est de voir qu'on est capable de mélanger deux types de séries, et on se souvient que c'est un peu de tout temps dans l'histoire du Grand Prix. Autrefois, la Formule Atlantique, la Can-Am, la Trans-Am, tout ça, c'était des séries de professionnels, et on ajoutait des Coupes Toyota Eco, des séries Honda Michelin, des GM Players et toutes ces choses-là, justement pour des pilotes de chez nous qui pouvaient aussi s'exprimer sur la même piste. C'est pas à tous les événements comme ça, et ça, c'est un des intérêts de cette épreuve, de cet événement ici, le Grand Prix Trois-Rivières, 53e édition, vous le rappelez. Dans la division TCA, c'est le numéro 8 de Jonathan Young qui mène devant le 25 d'Eric Cons et le numéro 2 de Trevor Hill. Ben, finalement, nos trois pilotes TCA qui se sont fait une belle lutte dans les deux premières finales, on les retrouve encore là à se batailler pour les positions 1, 2 et 3 dans leur division TCA. Attention, est-ce que Polito va encore se faire surprendre par Nick Galante à la relance? Pour l'instant, c'est certain que c'est un peu... On a inversé les rôles. C'est Nick Galante qui est celui qui est le pourchassé par Jack Polito, la 77 face à la 22. Oh, il est parti tôt, mais on donne le drapeau vert. À l'entrée de la dernière coupe, Galante était déjà en accélération. Gary Quark derrière Di Benedetto. C'est là que va se faire la lutte pour la position de tête en TCR. Pendant que Galante, encore une fois, là, quel excellent départ il a connu pour surprendre Polito et se donner une avance quand même, là, pour l'instant où ça va être difficile pour Polito. Mais avec 12 minutes, tout peut survenir. C'est certain que dans les premières courbes, il a pris presque une demi-seconde d'avance, pendant que là, on voit cette bataille entre Justin Di Benedetto et Gary Quark. Bien entendu, l'Audi numéro 4, la Honda numéro 66, ça ne se fait pas de cadeau non plus. Il y a une chose qu'il faut dire, François, c'est que Nick Galante avec la Mercedes est en tête, ça se passe très bien pour lui, il est en plein contrôle de la situation, mais on sait que sur la ligne droite, la Ford Mustang a un petit peu plus de puissance. Alors vraiment, pour l'instant, Jack Polito est dans une phase d'attente. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Nick Galante dans les prochains tours? On va le savoir, il reste 12 minutes à faire à cette époque. Absolument, pendant qu'il y a une belle bataille de la Audi numéro 4 de Di Benedetto et la Honda numéro 66 de Gary Quark. Est-ce que justement Polito là, pourra gagner du terrain en ligne droite et tenter de venir doubler Galante pendant que Quark doit appliquer les freins à l'entrée du virage du stade? Il les a tellement appliqués qu'il a failli bloquer les roues. Là. Je pense que c'était intense de la part de Gary Quark. Et là, s'il décide de user ses pneus trop rapidement, ça pourrait permettre à Di Benedetto là, de peut-être prendre quelques dixièmes de secondes sur Gary Quark qui protège l'intérieur, Quark qui plonge à l'intérieur. N'a jamais ralenti. Et beau freinage pour permettre de prendre la tête et la position de commande devant la Audi numéro 4. Très beau dépassement. Très beau dépassement, très propre de Gary Quark qui prend la commande, donc tu l'as dit, de la classe TCR devant Justin Di Benedetto. Dean Baker avec la 52 est en 3e place. Absolument. En TCA, c'est toujours Jonathan Young, le numéro 8. Eric Cons et Trevor Hill, les positions n'ont pas changé dans ce cas-ci. Alors là, Gary Quark est en passé devant et même déjà commencé à distancer. Et là, Galante, toujours pourchassé par la Mustang de Polito qui connaît le meilleur tour en 1:08.60. Alors effectivement, la ligne droite pour la Mustang permet à Polito
de gagner, d'aller gruger du temps et de se rapprocher de la Mercedes de Nick Galante. Toujours cette bataille, toujours la Mustang qui revient au contact au bout de la ligne droite du Carmel. Pour l'instant, Nick Galante ne cède pas. En tête avec 3 dixièmes de seconde. Mais ces 3 dixièmes de seconde, François, à la ligne d'arrivée, on voit ici qu'il y a moins de 3 dixièmes de seconde entre les deux pilotes. Alors, avec les 10 dernières minutes, je pense que Paulito, dans les lignes droites, va être en mesure là, de venir dans le pare-choc arrière dans la Mercedes de Nick Galante. Il vient de signer le record du tour, Jack Paulito, 1:08.600. Alors, nouveau record pour la Mustang, numéro 22. Au tour, parce qu'en ligne droite, il est très rapide. Ça lui permet de rejoindre la Mercedes. Mais Galante connaît sa ligne de course. Il sait qu'il doit regarder dans les rétroviseurs. Il sait qu'il a une voiture rapide derrière lui. Comment va-t-il manœuvrer pour les 9 dernières minutes? Belle sortie de la porte du Plessis. Oh! Il est venu frôler le muret de béton, le miroir à côté droit. C'est sorti très large pour la voiture 77 de Nick Galante. Je pense qu'il y a beaucoup de miroirs qui vont être achetés aux organisateurs de série, aux manufacturiers impliqués. Miroir côté droit là, à l'issue de cette fin de semaine. Je sais même que du côté de la Coupe Nissan Sentra, il y en a qui se posaient la question de dire est-ce qu'il va rester assez de miroirs disponibles pour la course de demain. Pour faire la course de demain, absolument. Voilà. Alors donc, 1:08.715 pour Galante. Est-ce qu'il vient de signer le meilleur temps? Non, c'est vraiment toujours Paulito avec 1:08.60. Signé au tour précédent dans le cas de Jack Paulito qui s'est vraiment rapproché. On le disait d'habitude dans la partie sinueuse, il perd un petit peu de temps. Là, pour l'instant, il est vraiment très, très proche. Ça devrait être une bataille de tous les instants entre ces deux pilotes. Moins il va rester de temps, plus probablement Paulito va pousser pour mettre de la pression, mais ça force Galante, lui aussi, là, à pousser sa machine à fond. Et Jack Paulito vient encore d'améliorer le record du tour, 1:08.477, donc presque 2 dixièmes de mieux encore qu'au tour précédent. Alors, c'est loin d'être terminé, cette épreuve, la dernière dans cette série de la Sports Car Championship Canada, la SCCC. Dans le virage, la Mustang qui a bondi un peu, mais ça n'a pas du tout ennuyé Paulito. Reste toujours derrière la Mercedes de Galante. Gary Kwok qui a pris les commandes en division TCR devant Di Benedetto et Baker. Dr Hébert, la Honda 89 est maintenant 6e. 4e de TCR. Donc pour l'instant, là, il y a encore espoir de podium dans le cas de Jocelyn Hébert. Tout à fait. Est-ce que on arrive dans le trafic? On voit que si on clignote les phares avant, c'est parce qu'on est dans le trafic et qu'on veut avoir le passage pour ne pas perdre la ligne. Ouais, c'est une voiture de classe TCA là, qui est en avant des deux meneurs, des deux GT4 qui se battent pour la victoire. C'est à nouveau Megan Tomlinson. Je pense que ça fait déjà au moins un deuxième ou troisième tour qu'elle concède dans cette épreuve. Les deux voitures passent, voilà, avec beaucoup d'aisance. Paulito ne doit pas perdre le focus. Tour à tour, il se rapproche de la Mercedes numéro 77. Alors, Galante, 1:08.43 pour Galante dans la Mercedes numéro 77 lors du dernier passage. Oui, Nick Galante qui montre qu'il est capable, il a de la ressource, il est capable de répliquer au meilleur chrono réalisé par Jack Paulito. Donc finalement, pour l'instant, c'est pas terminé cette bataille-là. C'est certain que Nick Galante, il n'y a aucune marge de manœuvre pour le moment. Là, Jack Paulito. Paulito s'approche de plus en plus dans le pare-choc arrière de la Mercedes de Nick Galante. Magnifique Mercedes numéro 77. Paulito qui a réussi à remporter la victoire. Est-ce que là... Oh, mais là, Galante, effectivement, dans les virages. Galante, c'est là qu'il réussit à sortir là, et dominer un peu Paulito. Paulito revient toujours en ligne droite. Et la façon dont pilote Galante dans les virages, ça lui permet de conserver sa position de commande. Alors, ce qu'il faut dire, François, c'est que la Mercedes AMG GT4, à la base, est une voiture un peu plus lourde, mais on lui donne un peu plus de puissance. Par contre, on voit que la balance de performance l'ont un peu désavantagé. Ici, c'est clairement la Mustang. Ici, Galante qui a failli prendre le mur. Absolument! A perdu du terrain. Voyons voir Paulito avec la Mustang numéro 22. On est dans la longue ligne droite.
Et Galante revient encore en force dans les courbes. À travers les véhicules de la série TCA, on doit manœuvrer. Et Galante et Polito. À l'extérieur, Galante. Et Rick Hunt avec la TCA, la Honda Civic numéro 25, qui ne s'est pas écarté devant les deux GT4. Ça a forcé Nick Galante à lever un tout petit peu le pied. Ça l'oblige à protéger la trajectoire dans le virage numéro 1. Mais Jack Polito, lui aussi, était très conservateur. S'est demandé un peu ce que Nick Galante allait faire. Il n'a pas pris de chance. Il aurait peut-être pu essayer à cet endroit-là. Mais là, on voit les deux voitures qui demeurent l'une en arrière de l'autre. Donc la 77, la Mercedes de Galante, la 22, la Mustang de Jack Polito. On communique avec Polito en lui mentionnant qu'il reste moins de 5 minutes. Alors il est clair, et on a dit la même chose à Galante. Il est clair. Ben oui, je viens de voir au loin. Di Benedetto a redoublé Gary Quark dans la Audi numéro 4. J'ai vu passer les deux meneurs GT4. Et là, j'ai vu une voiture rouge et noire. Et on s'aperçoit qu'effectivement, Di Benedetto a de nouveau doublé la Honda numéro 66 de Gary Quark, qui quand même colle au pare-choc. Et des pilotes de la classe TCR, les meneurs de la classe TCR qui ont été dans le trafic là, des TCA. On a vu Justin Di Benedetto gêné un petit peu par Jonathan Young. C'est la Civic TCA numéro 8. Donc ces deux pilotes là aussi, on a vraiment deux luttes pour la victoire. Hein. Le GT4 qui ne se lâche pas. Absolument. Et là les TCR avec Di Benedetto qui est revenu aux commandes face à Gary Quark avec seulement 3 minutes 50 secondes à faire. Ouais, ça va être intéressant. Hein? Dans les deux divisions, GT4 et TCR. Alors que Di Benedetto, Galante en a plein les bras avec Polito. Et Di Benedetto en a lui aussi plein les bras avec Gary Quark. On doit manœuvrer, on doit avoir des manœuvres de pilotage à la perfection avec cette pression pendant que Polito, on devrait se présenter en principe selon le chrono pour les deux derniers tours peut-être. Lors du prochain passage, ça va être très serré jusqu'à la toute fin. Malgré que, encore une fois, belle sortie de virage pour Galante. Ça lui permet toujours de reprendre la distance avant d'entreprendre une longue ligne droite devant Polito. Et Jack Polito qui peut-être il y a quelques tours se disait je suis mieux de ne pas tout tenter pour aller en tête et puis risquer de me faire l'intérieur dans le dernier tour. Mais là maintenant, clairement, il ne peut plus être dans une position d'attente avec 3 minutes à faire. Est-ce que Jack Polito, dans la Mustang numéro 22, pourra revenir? Non, Galante, là, semble avoir tout sorti ce qu'il avait comme qualité de pilote pour les derniers tours parce qu'il réussit à garder sa distance d'une voiture et demie devant Polito. Et on voit clairement que les pneus ont commencé à s'user puisqu'on n'améliore plus les chronos dans le dernier tour. C'est toujours le 1:08.88 de Nick Galante qui tient comme record du tour en course dans le dernier tour. On était aux alentours de 1:08.5, 1:08.7 pour Jack Polito. Donc clairement, pour le moment, il n'est pas en position d'attaquer Nick Galante. Justin Di Benedetto dans la Audi numéro 4 en a pour son argent. En regardant dans ses rétroviseurs, il a volé la position de tête à Gary Quark et Quark voudrait bien la reprendre dans sa Honda numéro 66. Parlons aussi de Jocelyn Hébert, toujours 6e, toute catégorie 4e des TCR. Pas en position toutefois de revendiquer un podium de classe TCR. Il est à presque 9 secondes de Dean Baker, l'Audi numéro 52, qui est 3e de la classe TCR. Alors donc, on va compléter un autre tour. C'est le drapeau blanc, c'est le dernier tour. Autant pour la GT4 que la TCR. Est-ce que Quark aura assez de temps? Est-ce que Polito... Oh, Gary Quark tente une manœuvre. Il se laisse glisser au loin pour tenter de reprendre la vitesse à la sortie du virage. C'est très serré. Là, on a la 3e GT4 là, qui va se faire prendre un tour. Ça va peut-être empêcher Jack Polito de tenter l'intérieur. Ouais, voilà, ça a été très compliqué. Je pense pas qu'il va y aller. Ça va être difficile. Ça va être difficile pour Polito, à moins d'une fausse manœuvre de Galante, mais il est tellement parfait depuis la relance. Ouais, Nick Galante, le pilote américain, a beaucoup d'expérience, même plus que Jack Polito, qui est un jeune Ontarien, parce qu'il est allé large, là. Ouais, Polito donne la gomme dans les derniers mètres. Polito met toute la sauce. Il va mettre le crevage dans les derniers virages. Et Galante dans la Mercedes, numéro 77, remporte la finale GT4.
Est-ce que Di Benedetto conserve la tête? Il semble que oui. Dans la Audi, numéro 4, Justin Di Benedetto. Oh, Gary Kwok qui est venu le dépasser là, après la ligne d'arrivée. Je suis pas sûr que Kwok a vu le drapeau à Damier. Parce que, ouais, là, Gary Kwok semble pas avoir vu le drapeau à Damier parce qu'il file à toute allure encore. Mais bon, les drapeaux à Damier ont été agités. C'est ce que l'on sait.